Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se débat, saison 1, épisode 101 comme le numéro d'urgence du Bagen David et Dom. 40 000 bénévoles qui n'ont qu'une seule mission, sauver des vies. Hommage à ces hommes, ces femmes, juifs, musulmans, chrétiens, druzes, laïcs, qui œuvrent ensemble pour sauver une vie, n'importe quelle vie. Au sommaire, ce soir, les États-Unis ont-ils capitulé face à l'Iran? Que cache réellement l'accord qui doit être signé demain ou après-demain selon Washington? Donald Trump affirme ne pas aimer ce qu'il a vu après avoir plébiscité cet accord encore ce soir. Le président américain agite à nouveau la menace de bombardement. On en parlera dans quelques instants. 5 personnes arrêtées après des manifestations et blocages près de Bnei Brak. Des centaines de Haredim ont bloqué ce matin l'un des axes majeurs du centre du pays. La police affirme avoir utilisé des mesures de dispersion pour contrôler la foule et débloquer l'autoroute. Des méthodes condamnées par les dirigeants de partis politiques ultra-orthodoxes. La multiplication des manifestations Haredim menace-t-elle la cohésion de la société israélienne? Ça se débat ce soir. Et puis, faut-il expulser les terroristes du Hamas et du Hezbollah vers leur maison mère, l'Iran? C'est ce que propose Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël. Bonne ou mauvaise idée? Réponse à suivre. Sans plus tarder, voici nos débatteurs du soir en plateau. Avec moi, Amir Badran. Bonsoir, vous êtes avocat, je le rappelle, et conseiller municipal à Tel Aviv. Merci une fois de plus d'être avec nous. Samuel Lévy, bonsoir, porte-parole du parti Chasse francophone. Et avec moi à Paris également, Mathieu Alterman, journaliste pour Europe 1. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je me rends compte que je vous ai posé aucune question à chacun. Mathieu Alterman, votre coup de cœur ce soir, c'est pour Disney+, c'est ça, la plateforme de streaming de Disney ? Ah bah écoutez, moi je suis un grand fan de cinéma, donc je vais souvent sur les plateformes évidemment, et Disney a eu l'intelligence d'ouvrir ses programmes, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas que des dessins animés, mais on trouve des grands films de l'âge d'or d'Hollywood, dont depuis quelques semaines, tous les films avec Marilyn Monroe, dont on fête le 100e anniversaire de la naissance cette année, donc formidable nouvelle. Et on retrouve également tous les meilleurs films de Jim Tierney, qui était un peu moins connu en France, qui est celle qui arrivait avant Marilyn, qui était la première femme fatale, qui a tourné des films extraordinaires comme Laura, d'Otto Preminger. Et ça va, ce coup de cœur va vers un coup de gueule, je dois dire. C'est que si on a des formidables plateformes de streaming américaines qui savent mettre en valeur la culture américaine, le fond de catalogue pour transmettre cette culture, bah la France ne fait rien. Il n'existe toujours pas une plateforme de streaming français qui réunirait tout le fond de catalogue du cinéma français qu'on peut retrouver sur Studio Canal, chez Gaumont, chez UGC, chez Pathé, chez MK2, et qui, pour un abonnement, je sais pas, de 10-15 euros par mois, on pourra tout retrouver. C'est pas possible. Si vous voulez voir un film du patrimoine, type un De Funès, un Michel Audiard, un film avec Romy Schneider, bah vous devez l'acheter où? Sur Apple TV, qui est une plateforme américaine. Donc bravo les Américains, bravo Disney+, et puis non, la France doit se bouger, parce qu'il n'est pas normal, quand on a un patrimoine aussi riche en matière de cinéma, de ne rien en faire. En effet, merci pour ce coup de cœur, coup de gueule. À vos côtés également, Madi Seydi, auteur et femme engagée. Madi, dans 4 jours, fête de la musique, vous êtes prête à fêter la musique avec nos amis de la France Insoumise, place de la République? Oh là là. Bonsoir. Non, pas du tout. D'ailleurs, à Paris, maintenant, c'est très compliqué. Sortir à Paris, c'est devenu très compliqué pour des questions d'insécurité, de bordel, de ce qui se passe à Paris, encore moins que la France Insoumise. D'abord, ils ne voudraient pas de moi, puisque c'est une fête entre eux, entre copains. Et honnêtement, moi, je les vois, mieux je me porte. Une sorte de privatisation de la place de la République. En plateau, je ne vous ai pas donné vos fameuses questions d'introduction. Samuel Lévy, je vais d'abord me tourner vers vous. Vous aviez envie de rendre hommage au rabbin des Lubavitch ce soir. Oui, exactement, parce que ce soir, c'est une date particulière. C'est dans le calendrier hébraïque, c'est le Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, et c'est la date d'anniversaire de la disparition du rabbi de Lubavitch, qui fut l'une des plus grandes figures juive du XXe siècle. Alors, il faut rappeler que pour lui, chaque juif comptait et il avait la mission d'apporter toujours plus de lumière dans le monde. Alors, bien avant d'autres, il a été aussi visionnaire parce qu'il avait bien compris qu'il était très contre le fait de rendre des parties du territoire israélien à des organisations terroristes, justement en disant et en rappelant que cela n'amènerait en rien la paix. Et vous savez, avant, une petite anecdote aussi, avant la prise de fonction de Benjamin Netanyahou comme ambassadeur à l'ONU, il y a ça fort longtemps, il l'avait reçu dans son bureau, le 770, très connu à Brooklyn, et il lui avait dit « Vous allez entrer dans une maison d'obscurité et de mensonges, votre mission sera d'y allumer une petite lumière de vérité ». Et on voit là aussi la vision du rabbi.
Alors son héritage aujourd'hui, il est vivant à travers notamment les milliers de Beth Rabat qui sont de par le monde, qui servent la communauté juive, nos frères, nos sœurs, sans distinction et qui apportent soutien. Ce sont aujourd'hui les véritables ambassades d'Israël. Et juste pour terminer mon propos, ce soir aussi, c'est une date aussi importante pour moi parce que c'est aussi la disparition d'un maître qui était le Rav, un autre Rav, le Rav Yehuda Deri, qui fut Rav de Beersheba pendant des dizaines d'années. Et ce soir aussi, on commémore sa 2e année de disparition. Il était vraiment une figure immense dans le monde séfarade, dans le monde juif orthodoxe séfarade. Et il a dirigé la communauté de Beersheba pendant des dizaines d'années, en menant, justement, en propageant son enseignement pour des dizaines de rabbins et de juges rabbiniques. Voilà. Le message est passé. Amir Badran, je disais que vous étiez conseiller municipal de Tel Aviv, conseiller Hadash. Tel Aviv a organisé la seule Pride du Moyen-Orient ce week-end. C'est très bien, bravo, très belle organisation. J'ai adoré mon week-end là-bas. Vous avez été à cette Pride ? Non, je ne participe pas à ces fêtes. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre ma famille et de sortir ensemble en famille. Mais je comprends tout à fait, c'est une très, très grande fête où il y a un peu tout le monde. Il y en a qui aiment, il y en a qui c'est pas leur goût. Mais vous savez, on est dans un pays libre, on est dans un pays démocratique et on essaie d'aimer tout le monde, de respecter tout le monde. Et je l'espère qu'on le fait aussi avec toutes les minorités qu'on a et tous les gens différents qu'on a ici en Israël. Vous savez, on forme un sacré pséphas en Israël et c'est pas évident à gérer. Hein. Non. Et c'est vrai qu'il y avait de toutes les communautés dans cette Pride. C'était d'ailleurs le message, célébrons tout le monde. Il y avait des religieux, des laïcs, des arabes, des juifs, des druzes. Il y avait vraiment tout le monde à cette Pride. Merci en tout cas, messieurs et madame, à Paris de nous avoir partagé vos coups de cœur et vos émotions du soir. On va découvrir qui a remporté les face-à-face d'hier à la question « Israël est-il le grand perdant de l'accord États-Unis-Iran » Vous êtes 76% à avoir répondu « Oui ». Comme Rost, il faudra lui envoyer ce succès. Et à la question, l'accord États-Unis-Iran signe-t-il la défaite de Benyamin Netanyahou aux prochaines élections ? Vous êtes 59% à avoir répondu non, comme Chaim Berkovitz. Sur place tout de suite à notre premier débat de ce mercredi soir. 300 milliards de dollars, c'est le montant qui serait débloqué par les États-Unis pour l'Iran. L'accord entre les États-Unis et l'Iran constitue-t-il une victoire iranienne et un revers pour Israël ? Oui, pour Amir Badran. Non, pour Madi Saidi à Paris. Ça se débat, saison 1, épisode 101, face à face 1. C'est parti. Alors, vous connaissez le principe, même si je suis nouveau dans cette émission, je vous fais confiance. Amir Badran, donc, vous défendez le oui, Madi Saidi, le non. Amir, je vous laisse commencer. Alors voilà, cet accord vraiment constitue, disons, une victoire iranienne. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les menaces et toutes les forces armées que Trump a essayé d'appliquer sur l'Iran ont échoué. Même les 4 buts qui ont été prononcés qu'il fallait atteindre dans cette guerre ont toujours été échoués. Le régime des ayatollahs est toujours là. L'Iran n'est toujours pas démantelé nucléairement. Leurs missiles balistiques sont toujours là et ils frappent toujours. Et l'armée iranienne résiste et quand il faut, elle frappe, comme on l'a vu même en Israël, en riposte sur ce que fait Israël au Liban. Donc, le régime iranien est loin d'être à genoux. Cependant, l'État d'Israël s'est rendu compte qu'en fait, il se trouve tout seul. Il est abandonné par Trump. Le gouvernement de Bibi est devenu une sorte de protectorat et cela... Désolé. Cela prouve que le chef de l'armée de facto d'Israël, c'est Trump. Madi Saidi, c'est à vous. Oui, alors moi vraiment, pour moi c'est pas vraiment une défaite. D'abord l'intérêt d'Israël et de ses territoires c'est aussi d'être en paix. Donc on va avoir un accord. Est-ce que c'est une victoire pour l'Iran ? Pas forcément. En réalité on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans cet accord. Et la vérité c'est que quoi qu'il soit signé dans cet accord, je sais qu'Israël, de toute manière, continuera à se battre pour sa sécurité. Si jamais l'Iran, et qui honnêtement, moi, j'ai pas vraiment, pour pas dire aucune confiance en l'Iran, donc je ne sais pas quelle sera la qualité de cet accord, mais Israël n'est pas forcément perdant, l'Iran n'a pas forcément gagné,
loin de là. Alors évidemment, il va y avoir des garanties. La parole d'Iran vaut ce qu'elle vaut, mais je sais qu'Israël continuera à se battre pour sa survie. On sait très bien que quoi que disent les États-Unis, si Israël doit tirer à nouveau pour protéger ses populations, elle le fera, ça j'en suis convaincu. Mais de toute manière, je crois que, quoi qu'on dise, les Iraniens, quoi qu'ils promettent sur le nucléaire, on ne peut pas leur faire confiance. Donc Israël n'est pas forcément perdant. Merci Madi. Mathieu Alterman, qui vous a le plus convaincu? Surtout aussi quand on entend Trump aujourd'hui dire que finalement la question des missiles balistiques, c'est pas une question et que l'Iran a le droit d'avoir des missiles balistiques comme n'importe quel autre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. J'ai lu passer un titre, j'ai trouvé pas mal, qui disait Trump, le dindon de la force. J'ai trouvé ça plutôt bien vu. Alors c'est évidemment Amir qui m'a le plus convaincu, parce que on n'a pas parlé, ni Amir d'ailleurs, ni Madi, des Iraniens. Il faudrait quand même parler des Iraniens. Il faudrait rappeler que hier, on a encore exécuté des jeunes qui avaient manifesté au mois de janvier. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un président américain qui pendant des années n'a fait que critiquer l'accord qu'avait obtenu Obama avec l'Iran, et à juste titre, parce que c'est un mauvais accord. Et aujourd'hui, on va avoir un accord pire. On a un accord pire que ce qu'avait obtenu Obama. Donc non, on ne peut pas se féliciter d'un hypothétique succès américain. Et oui, effectivement, Israël va continuer à se défendre, mais j'ai envie de vous dire, je suis moins inquiet pour Israël que pour le peuple iranien aujourd'hui, et le peuple des pays frontaliers, qui va subir le chantage de l'Iran. Samuel, oui, donc pour moi, ça serait plus une défaite des États-Unis plus qu'une défaite d'Israël. Ah oui. C'est plus Trump qui, honnêtement, tous les jours nous a mis des délais en disant vous allez voir dans 48 heures, vous allez voir ce que je vais faire, et que finalement il revient sans vraiment de résultat. Pour moi, ça serait plus une défaite des États-Unis plus que la défaite d'Israël. Alors Samuel, pour le côté israélien, Benjamin Netanyahu, dans une conférence de presse, disait que la menace iranienne n'en était plus une. Même si, quand Israël a frappé Beyrouth, il y a eu des concerts annulés par rapport à la menace iranienne. C'est quoi la stratégie derrière cette conférence de presse, notamment d'il y a 2 jours? C'est tout simplement aujourd'hui de rassurer le public, de dire que même s'il existe un accord et qui peut paraître, aujourd'hui on est tous un petit peu estomaqués ici en Israël, de voir un petit peu justement ce volte-face, au retournement de situation de l'administration de Trump face au régime iranien, de rassurer et de dire que quoi qu'il arrivera, Israël fera tout son possible pour que l'Iran n'ait jamais des armes nucléaires, qu'il y ait accord ou pas accord. Israël est souverain, Israël continuera à se défendre et la sécurité d'Israël passera avant tout, avant la relation avec les États-Unis, avant la relation avec Trump, et pour le bien du peuple et pour le bien d'Israël. C'est ça, je pense, à mon avis, le message qu'il faut faire passer. Et Netanyahou l'a fait passer dans sa conférence de presse, il le fait passer aussi dans ses différents messages. Et ça me rassure de savoir qu'aujourd'hui, le chef des armées israéliennes est prêt justement à tenir tête et à avertir et à dire coûte que coûte, la sécurité d'Israël prévaut sur tout. C'est ça le message aujourd'hui qu'il faut entendre. Non, mais il faut dire juste 2 mots là-dessus, parce que Samuel, vous savez, on a la réalité en face de nous depuis quelques jours, depuis quelques mois avec la guerre avec l'Iran. Vous ne pouvez pas dire que Israël est vraiment un État souverain dans la situation dans laquelle on s'est trouvé. C'est-à-dire que même les chefs armés ici en Israël avaient aucune parole sur les opérations militaires conduites au fin fond du Liban par l'Israël. C'est-à-dire que c'était Trump qui donnait des ordres à faire retourner les avions, à faire reculer les armes et les chars. Et en fait, on est devenu non pas un État souverain, mais on est un protectorat de Trump. Vous savez, et lorsque Israël a réussi à prendre ses alliés. Lorsque ça nous arrangeait, en tant qu'Israélien, qui est le grand-oncle qui est là, qui est la grande puissance, qui mène et qui gère les choses et qui nous donne des armes, ainsi de suite, ça nous arrangeait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire contre Trump? Parce que Trump, là, ce matin, enfin cet après-midi, il a dit à Benjamin Netanyahu, écoutez, vos conneries là que vous faites en attaquant le Liban, vous arrêtez ça tout de suite, il faut un peu réfléchir avant de semer le bordel un peu dans le Proche-Orient. C'est ce qu'il a dit rien qu'aujourd'hui, et il a dit encore pire. Et c'est pour ça, vous ne pouvez pas dire qu'on est dans un État où le gouvernement vraiment a les rênes, vous ne pouvez pas dire
qu'on est dans un pays Non, souverain, je pense que qu'à le chef mon avis- des armées, c'est Benyamin Netanyahu. Bien au contraire. non, je Et pense- c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a vécu. Je pense qu'à mon avis, là, vous exagérez la situation. Vous savez, s'il fallait écouter Trump, ça fait déjà depuis bien longtemps qu'on aurait arrêté les frappes à Beyrouth et au Liban. Et on voit qu'aujourd'hui, ça continue pour le bien de la sécurité d'Israël. Parce que Netanyahou a décidé, et son gouvernement ont décidé de mettre le Hezbollah à genoux, de la même façon qu'on a mis là aussi le Hamas à genoux dans la bande de Gaza. Vous savez, pour terminer, juste, on parle beaucoup de guerre, qui a gagné, qui a perdu. Vous pensez que Israël, justement, a perdu ça? Non, moi, je dis qu'il n'y a que moi, des je vous dis une perdants en chose. guerre. Il y a Je ne que des connais perdants. pas de guerre qui est perdue alors que Israël, aujourd'hui, a conquis des territoires, que ce soit au Liban ou à Gaza. Je ne connais pas de guerre où un État gagne des territoires. Une dernière. Vous savez, juste On pour appelle terminer. la colonisation. Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr, C'est bien ce qu'on sûr. appelle. Oui, C'est oui, pas c'est gagner ça. des terres, c'est Ouais, ouais. d'occuper des terres. L'occupation. Quand on reçoit des milliers de missiles, j'aimerais voir un petit peu les pays arabes, qu'est-ce Mais vous venez de qu'ils le dire, auraient là. fait. Vous venez de l'avouer. Pour le bien de notre sécurité. C'est pour cela qu'on se trouve là-bas. Écoutez, Juste pour le bien de un- sécurité. pour terminer, pour le bien de un notre dernier mot avant sécurité, d'aller à Paris. envoyez chez vous. Dernier mot avant Pour d'aller. terminer, vous savez, on parle beaucoup aussi de la relation israélo-américaine. Il ne faut pas oublier aussi une situation, c'est que Israël, enfin, du point de vue israélien, on a beaucoup vu les États-Unis comme s'ils comprenaient notre situation, mais je pense qu'aussi, aujourd'hui, il faut regarder Trump dans la situation dans laquelle il se trouve, avec des élections, avec un Américain de base qui, pour lui, ça lui semble un conflit loin et dans lequel les États-Unis n'auraient peut-être pas dû suivre. Et ce qui est important pour lui, c'est de savoir combien il paye le gallon d'essence à la pompe. C'est ce Donc qu'il c'est a pour ça rappelé aujourd'hui. 75% qu'il des a encore Américains rappelé. sont contre. On va poser une dernière question à Paris, peut-être sur la responsabilité de ce qui est défini par beaucoup comme un échec diplomatique. Peut-être Mathieu Alterman. Est-ce que cet échec diplomatique, il est de la faute de Benyamin Netanyahu qui n'a pas su profiter du président américain le plus pro-Israël de l'histoire, ou la faute de Donald Trump qui a toujours été finalement inconstant? Déjà, je ne sais pas si Trump est le président forcément le plus pro-israélien de l'histoire. C'est vous qui le dites. Il y a eu par le passé, Nixon notamment était plutôt pro-israélien et tant d'autres. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la presse israélienne. Des gens remettaient en cause la stratégie militaire en disant « Est-ce que c'est pas une erreur, entre guillemets, de tondre la pelouse tous les 2 ans ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire pousser quelque chose pour qu'il y ait un résultat à long terme ?» Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on retrouve la même chose et la même situation tous les 2-3 ans, avec systématiquement le monde entier contre Israël et un danger de la diaspora juive. Voilà. Merci à tous les 4 d'avoir débattu dans le calme ce soir sur ce premier débat. Tout de suite, le temps de l'info. Siffler la Marseillaise est un droit à la réplique populaire. C'est la nouvelle sortie du maire LFI de Saint-Denis. Bali Bagayoko estime qu'on peut siffler l'hymne français si la France se déshonore à l'international. L'édile rajoute, je cite, que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Mathieu Alterman, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs problèmes dans cette déclaration? D'abord sur l'hymne en lui-même. Est-ce qu'un symbole qui représente la France depuis presque 150 ans ne mérite pas du respect, comme le drapeau, au-delà même des actions d'un gouvernement? Et 2, citoyens d'ici et là-bas, est-ce que ce n'est pas la confirmation d'une double allégeance qui avait été soulevée par l'extrême droite, qu'on avait accusée à l'époque de racisme? Alors, il y a 2 possibilités. Vous savez, Romain Gary disait le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et en fait, là, ce député crée un double nationalisme, finalement, la haine de tout ce qui n'est pas, en fait, les gens qui ont, comme vous dites, une double allégeance. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on peut penser 2 choses. On peut penser que ce député est complètement idiot et raconte ça de manière spontanée pour créer un buzz. Et là où je suis inquiet, c'est qu'il n'est pas du tout idiot. Il le fait de manière extrêmement réfléchie pour créer du séparatisme, pour détruire le lien qui unit tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'on a tout à fait le droit de ne pas chanter la Marseillaise. Ça, on a le droit. C'était ça le débat les 15 dernières années. C'est qu'il y avait un débat sur les joueurs, par exemple, qui ne chantaient pas la Marseillaise. Mais justifier le droit de la siffler, alors là, je dois dire, c'est quand même complètement fou, surtout quand on songe à ce qu'est la Marseillaise quand même. Je veux dire, c'est quand même un chant révolutionnaire qui a marqué la fin des privilèges absolus de la royauté et donné quand même un pouvoir au peuple
Donc c'est extrêmement, j'ai envie de dire, c'est ni idiot ni intelligent, mais c'est pervers et c'est en cela que c'est pire. Retour ici en Israël avec un texte qui a fait polémique à la Knesset. Financer les victimes du terrorisme avec des fonds normalement dédiés à l'autorité palestinienne, c'est ce que veut un projet de loi du député Moshad Passal du Likoud. Il prévoit de geler chaque année une certaine somme des fonds versés notamment à la bande de Gaza pour indemniser les victimes d'attentats terroristes, proposition approuvée par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Les fonds étaient notamment donc destinés à la bande de Gaza. Amir Badran, bonne ou mauvaise idée? Écoutez, qualifier un côté de terroriste et l'autre comme si c'était des saints et des anges, je peux pas accepter ça. Vous savez, dans une guerre, même dans une guerre, il y a des lois. Il y a les lois de la guerre. Et Israël s'est lâché complètement en oubliant qu'il y a un droit international, en oubliant qu'il y a des êtres humains de l'autre côté. Et ce qu'on appelle des dommages collatéraux devient un crime de guerre énorme en tuant des milliers et des milliers de Palestiniens. Arrêtez, on parle de terroristes là, on ne parle pas de 72 civils. On parle de terroristes qui sont financés par l'autorité palestinienne, d'enfants qui sont gangrénés dans l'éducation. Là, on leur apprend à tuer des juifs. Là, on leur apprend que le juif, c'est quelque chose qu'il faut tuer. C'est ça l'éducation aujourd'hui qu'ils reçoivent dans les écoles palestiniennes. Écoutez les faits. Mais c'est ça aujourd'hui. Les chiffres Dites-moi, l'autorité palestinienne délivre de l'argent aux terroristes ou pas? Est-ce qu'ils délivrent de l'argent aux terroristes ou pas? Arrêtez de zigzaguer. Vous êtes le Balaï Bagayoko d'Israël, de Tel Aviv. 72 000 Arrêtez, Amir. Gazaouis civils qui n'ont rien à voir avec la guerre. Élu de Tel Aviv? Arrêtez. Il y a plus de 20 000 bébés. Vous savez ce que c'est 20 000 bébés? Arrêtez avec Alors vos qualifier chiffres. les uns comme des terroristes Arrêtez avec vos chiffres. et les autres. Je peux vous dire, s'il n'y avait pas eu les attaques du Hamas, il n'y aurait pas eu de guerre aujourd'hui. Deuxièmement, cet argent-là, l'argent qu'Israël collecte, c'est l'argent qui revient au peuple palestinien, que ce soit aux Gazaouis ou que ce soit aux ceux qui vivent en Cisjordanie. C'est ce qu'on appelle la TVA qui est pris par Israël et c'est pas son argent à elle. Maintenant, Israël mène cette politique de ce qui est le plus fort, la politique du plus fort, et dit comme moi j'ai collecté ces sous, maintenant voilà, je vous les passe pas. Alors que c'est interdit. Non, mais on parle pas de tous les sous. On va au Canada. Des jeunes Canadiens recrutés pour des attentats contre la communauté juive. Ça se passe à Toronto, dans le nord-ouest du pays. L'information a été dévoilée par le chef de la police locale hier. Myron Dekiw a parlé de criminels à gages utilisant des messageries cryptées. Les autorités locales et le FBI tentent de déterminer qui finance ces attaques. Madi Seidi, est-ce que c'est pas un peu le mode opératoire des Iraniens? On l'a déjà vu dans les pays scandinaves, et une preuve finalement que, encore une fois, l'antisionisme débouche à l'antisémitisme. Oui, absolument. Moi, j'ai pour habitude de dire que l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme en réalité. On se cache derrière ça pour ne pas dire, pour rester dans les clous de la loi et de se dire non mais je suis pas antisémite, je suis juste antisioniste. Mais effectivement, c'est pas la première fois. On l'a vu dans d'autres pays, et effectivement, ils recrutent des jeunes, et je crois qu'à un moment, il va falloir réfléchir peut-être de manière collective, au-delà même de l'Europe, puisque c'est un problème qu'on a nous aussi en France. Maintenant, on le voit bien au Canada, on le voit un peu partout dans le monde. À un moment, il va falloir réfléchir à une réponse collective. Comment on fait pour faire de la contre-influence et lutter vraiment contre tout ça? Parce qu'en réalité, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Ces gens-là, il faut savoir comment ils sont financés, qui les finance, et c'est là où il faut aller taper. Quand je vois que, par exemple, même nous, en Europe, on a le Parlement européen qui finance honnêtement certains projets avec des sommes astronomiques, on ne sait pas où ça va. Alors, sous couvert d'inclusion, de diversité, donc on arrive à faire entrer certaines choses. Et effectivement, oui, je crois qu'il faut dire les termes. Pour moi, l'antisionisme qu'on voit aujourd'hui se développer partout dans le monde, c'est une manière d'être antisémite avec une espèce de couverture, sans être pris du point de vue légal, puisque l'antisémitisme est un délit en France. Et dernière information ce soir, expulser les terroristes du Hamas et du Hezbollah vers l'Iran. C'est l'idée soumise par l'ambassadeur américain en Israël. Mark Huckabee a posté cette proposition sur les réseaux sociaux. L'Iran est qualifié de maison mère de ces terroristes. Une telle mesure qui permettrait de libérer le Liban et Israël de l'influence des groupes soutenus par Téhéran et de donner une chance à la paix, selon ses mots. Samuel Lévy, en une minute, que vous inspire cette idée?
Bon, pourquoi pas? Du moment qu'en tout cas on ne reste pas, on a bien vu que de toute façon quand on libérait des terroristes, qu'est-ce qui se passait dans la majorité des cas? Ils recommençaient à faire des actes terroristes. On l'a vu lors de la libération de Gilad Shalit, où justement, comment il s'appelle, le cerveau du 7 octobre, ouais, c'est ça, Sinwar a été libéré et c'est lui-même qui a provoqué les attaques du 7 octobre. Et le nombre de terroristes, à chaque fois, ça a été la même chose. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes l'angélisme. Ces personnes-là doivent être expulsées le plus loin possible d'Israël. Et vous savez quoi? Si l'Europe est si accueillante et en tout cas à chaque fois prête à faire la morale à Israël, ils n'ont qu'à prendre une partie de ces gens-là. Merci à tous les quatre. Oui, enfin, excusez-moi, mais rapidement, il nous reste moins d'une minute. Non, mais vous pensez sincèrement que les Iraniens vont les accepter? Enfin, c'est quand même tout le problème. C'est bien joli tout ça, mais dans les faits, jamais l'Iran n'acceptera de récupérer des gens expulsés vers son territoire. Ça, c'est un conte de fées, entre guillemets, j'exagère, bien entendu, mais ça n'arrivera jamais. On va marquer une courte pause sur I24 News. Dans notre deuxième partie, notre deuxième face-à-face, les Haredim vont-ils briser ce qui reste de la cohésion israélienne? Encore ce matin, des manifestations ultra-orthodoxes ont bloqué l'un des axes majeurs du centre d'Israël. Ça se débat à suivre dans quelques instants en direct et en français sur I24 News. On revient dans moins de 4 minutes. Restez avec nous. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube en direct et sur Twitter. À tout de suite. Sont ici, brocoli. Bonjour, pardon. Excusez-nous. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jami Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jami Group. Real Estate Opportunities. אני דיין משדרות, אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו.
Deuxième partie de ce débat, bienvenue si vous nous rejoignez en direct et en français sur i24 News. Merci d'être avec nous. Sachez que vous pouvez débattre, vous aussi, vous le faites d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur la page YouTube. Il y a une section chat sur la page YouTube d'i24 News, n'hésitez pas. Merci de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Nos débatteurs du soir en plateau avec moi, Samuel Lévy et Amir Badran. Merci d'être restés avec nous. À Paris, nous avons Mathieu Alterman et Madi Saidi. Merci à vous aussi de rester avec nous, mais je sais qu'il fait très chaud à Paris, donc que la clim, ça doit vous faire du bien dans ce studio parisien. Place tout de suite au second débat de cette émission, les Haredim et la cohésion israélienne. Ça se débat, saison 1, épisode 101, c'était le 100e hier, face à face 2, c'est parti. Vous l'avez vu juste avant, 5 personnes ont donc été arrêtées près de Tel Aviv pour avoir bloqué un axe majeur du centre d'Israël. Dans un communiqué, la police affirme avoir utilisé des mesures de dispersion contre les manifestants Haredi. Les dirigeants des partis religieux ont condamné cette initiative, parlant de violence policière. Le dirigeant du parti Chasse a appelé Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, à, je cite, se réveiller. Itamar Ben-Gvir a réagi. Selon lui, les grenades assourdissantes ne devraient être utilisées que dans des cas exceptionnels. Une position qui contraste avec celle qu'il avait lors des manifestations anti-gouvernementales. Les Haredim peuvent-ils briser ce qui reste de la cohésion israélienne ? Oui pour Mathieu Alterman, non pour Samuel Lévy. Samuel Lévy, c'est vous qui commencez. Non, vous savez, dans une démocratie, manifester n'est pas une menace pour la cohésion nationale, c'est un droit tout simplement fondamental. Et vous savez, Christopher, j'entends beaucoup les critiques contre certaines manifestations du public religieux, mais il faut aussi dénoncer le véritable deux poids deux mesures. Pendant près d'1 an et demi, les manifestations de Kaplan ont paralysé le pays, bloqué des routes, perturbé la vie quotidienne de millions d'Israéliens. Certains responsables sont même allés jusqu'à demander de ne plus servir dans l'armée et dans la réserve, ce qui touche directement à la sécurité nationale. Et pourtant, beaucoup présentaient cela comme l'expression légitime d'une inquiétude démocratique. Alors vous savez, pourquoi quand c'est considéré comme un droit pour certains, deviendrait-il une menace lorsqu'il s'agit de religieux ? J'ai le sentiment souvent que pour le public religieux, il est devenu le véritable sac de frappe préféré d'une partie du débat du public israélien. Et vous savez, on peut critiquer bien sûr, mais il faut aussi respecter une population qui vit selon ses convictions et qui fait partie intégrante de la société israélienne. Et vous savez, pour moi, la véritable menace aujourd'hui pour notre cohésion, ce n'est pas qu'un groupe manifeste, mais c'est tout simplement quand on décide que certains Israéliens ont le droit d'être introduits et d'autres non. Merci. Alors, on n'a pas pu mettre le chronomètre à l'écran, mais on m'a dit dans l'oreillette que tout y était. Mathieu Alterman, c'est à vous. Alors, ce ne sont pas les ultra-orthodoxes qui sont en colère, c'est tous les autres, en fait, qui sont en colère. On parle de droit de manifester. Évidemment, tout le monde a le droit de manifester, sauf qu'il faut rappeler que des délinquants ultra-orthodoxes ont attaqué le domicile du vice-président de la Cour suprême. Il faut rappeler que d'autres ont attaqué le chef de la circonscription. Et surtout, je vais vous donner des chiffres parce que ce sont les chiffres les plus importants. Vous avez 14% d'ultra-orthodoxes, donc c'est une minorité. Il faut qu'elle accepte de vivre comme une minorité. Et 45% des Israéliens se disent laïcs. Ce sont des chiffres de 2025. Je vais vous donner ce chiffre maintenant. 57% des Israéliens sont pour une séparation accrue entre l'État et le religieux. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre les opinions, évidemment, de Samuel. Je respecte complètement ce qu'il pense. Je veux juste qu'il comprenne qu'il fait partie d'un courant minoritaire. Alors évidemment, il est inadmissible d'empêcher des gens de manifester pour un oui ou pour un non, mais c'est pas parce qu'ils manifestent qu'on les en empêche. C'est parce qu'il y a eu des débordements de violence, bien entendu, qui sont inacceptables. Et que je condamne quand c'est l'extrême gauche qui s'en prend également aux ultra-orthodoxes. Mais vous êtes une minorité de minorité. Alors, Madi Saidi, comment on voit ce débat qui est très israélo-israélien? Comment vous le voyez depuis Paris? Si vous voulez, moi, je suis très au fait de ce qui se passe en Israël, mais j'imagine, je me mets dans l'œil d'un Français lambda et qui ne connaît pas forcément. Évidemment, nous, en France, on a quelque chose qu'on appelle la laïcité, donc qui vient régir les rapports qu'on peut avoir en tant que citoyen dans la pratique de son culte et la relation qu'on peut avoir, évidemment, avec le politique. Donc forcément, c'est différent. Ça peut surprendre, ça peut choquer qu'une minorité religieuse... Ah si,
Ah si, vous êtes une minorité sur les chiffres. Ah non, je suis désolé. Ah, les chiffres que j'ai donnés sont absolument vrais. Je sais pas ce que vous appelez minorité. On est des juifs en Israël. Donc on n'est pas une minorité. Non, mais on n'est pas ultra religieux. Moi, je ne connais pas le. Je suis désolé de vous couper la parole, Madi. Hein. Mais on n'est pas une minorité. Après, vous pouvez. Il y a des juifs qui sont plus religieux que d'autres. Il y a des juifs qui sont plus religieux que d'autres. Mais je sais pas, moi je ne fais pas de distinction entre une kippa et une autre kippa, entre un juif qui a une kippa ou un juif qui n'a pas de kippa. Il y a simplement des juifs qui sont ici en Israël. C'est ce que je crois. Oui, je vous en prie. Vous avez raison, mais je pense que même en Israël, on fait une distinction entre les juifs orthodoxes et ceux qui sont peut-être plus laïcards, si je peux dire ça comme ça. Effectivement, dans l'œil d'un Français, ça peut paraître bizarre. Et sur la question de la cohésion, évidemment, il n'est pas question de remettre en cause le droit à la manifestation. On est dans une démocratie, Israël est une grande démocratie, donc c'est pas ça qui est en cause. Mais effectivement, je crois en tout cas par expérience, on l'a vu nous en France, souvent, quand il y a des revendications de minorités, petit à petit, le pacte social commence à quelque part à se frictionner. Et ça peut créer après, alors évidemment, Israël, je pense que le peuple d'Israël est bien plus intelligent que ce qu'on vit nous en France. Il y a une grande diversité comme on en a en France. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu constater lors de mon dernier voyage. Néanmoins, la cohésion sociale est quelque part, pour garder cette diversité et qu'elle puisse continuer à cohabiter ensemble, je pense qu'il faut aussi faire des efforts de part et d'autre. Mais je peux comprendre que nous, Français, de notre regard français, on peut être surpris parce que tout simplement, on est habitué à la laïcité, à d'autres règles qui n'ont absolument rien à voir. On est dans un pays très laïcard où l'expression religieuse vraiment est minime. Et d'ailleurs, même nos politiques, moins on parle de religion, et mieux ils se portent. Amir Madame, il y a vraiment une différence de traitement entre les manifestations des Haredim aujourd'hui, qui bloquent parfois des axes majeurs ici en Israël, et celles de la gauche israélienne qui manifestaient contre la réforme judiciaire et qui, eux aussi, tous les samedis soirs, bloquaient Ayalon au port de Tel Aviv. Et tous les soirs, Oui, écoutez, mais le grand problème n'est pas avec les manifestants. Le problème est avec le régime, le gouvernement, le chef de ce qu'on appelle le ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure. Vous savez, la situation de manifester est un droit de la démocratie. Tout à l'heure, Madi parlait de la démocratie. Et vous savez, la démocratie, quand elle s'applique à un côté, elle ne s'applique pas de l'autre, elle ne devient plus une démocratie. Et pour donner l'exemple, vous savez, moi-même, pour pouvoir manifester après le 7 octobre 1923, ici à Tel Aviv, du côté de la part gauche, c'est-à-dire des partis de gauche, que ce soit arabes ou juifs, on était interdit de le faire. On a dû aller à la Cour suprême pour arriver à une situation dans laquelle, pour qu'on puisse exercer ce droit. Maintenant, la manière de les images qu'on vient de voir là, que la police tape des gens, vous savez, c'est toujours différent. Ça dépend qui c'est qui manifeste. Si c'est des gens qui manifestent pour la droite, alors la police les traite d'une manière différente. On peut le voir même avec des gens de fous comme David Mordechai qui agresse et qui harcèle les gens dans la rue, qui fait partie d'une idéologie d'extrême droite et qui bloque des gens privés dans la rue. Et au lieu de se faire arrêter par la police, il se fait garder par la police et ce sont les gens qui sont attaqués, c'est eux qui sont pris en justice. Donc on est dans une situation un peu bordélique qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la démocratie. Et la situation dans laquelle se trouvaient aujourd'hui les manifestants est terrible. Et je ne partage pas leur point de vue des Haredim. Et pourtant, je me sympathie avec eux parce que je dis, ils ont toujours le droit de se manifester et ils n'ont pas le droit d'être traités comme ça. Donc finalement, la répression est la même, non ? Je ne sais pas si elle est la même. Non, je ne dis pas qu'elle est la même. Là où je voudrais revenir là-dessus justement sur ce que vient de dire Amir, là où en fait ce qui est extrêmement choquant pour nous, c'est l'utilisation de la force qui a été faite lors de ces manifestations. C'est-à-dire qu'on a vu des manifestations partout en Israël où, bien sûr, il y avait des routes qui étaient coupées, des choses comme ça, qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse pas le comprendre, d'un côté comme de l'autre, de l'échiquier politique, cela existe. Mais c'est surtout l'utilisation de la force qui a été ici choquante. On a vu des personnes, des jeunes enfants qui ont été blessés,
qui ont été molestés, sur lesquels on s'acharnait, des pantalons déchirés, ainsi de suite. Et donc, c'est extrêmement choquant de voir aujourd'hui comment la police israélienne peut arriver à traiter justement ce genre d'événements parce qu'ils sont juifs religieux et que parfois il peut y avoir aussi un autre traitement totalement différent lorsqu'il peut s'agir d'autres groupes, que ce soit de gauche comme de droite d'ailleurs. Et là-dessus, vous avez bien fait de le signaler, Amir. Je crois que Mathieu Alterman à Paris veut réagir. Oui, mais c'est parce qu'il faut souligner que le clivage laïque orthodoxe, il transcende les partis. C'est-à-dire que vous avez à la fois des gens de droite et des gens de gauche qui sont très virulents vers les orthodoxes, de même que parfois il y a des orthodoxes qui sont plus proches de la gauche que de la droite. C'est très très compliqué, hein. C'est pas deux pôles du tout. Sauf que depuis quelques années, enfin vous avez raison là-dessus Mathieu, sauf que depuis quelques années, le groupe orthodoxe, en tout cas à la Knesset, que ce soit Shas ou Yahadut HaTorah, qui sont le groupe parlementaire des juifs lituaniens, s'associe avec la droite de Netanyahou, en général depuis déjà depuis plusieurs élections. Et donc aujourd'hui, justement, le clivage gauche et droite par rapport au public orthodoxe, il est, on va dire, il est devenu un clivage classique entre droite et gauche. Madi Saïdi, sur ces manifestations, quelque chose qui moi, m'interpelle toujours, c'est que, qu'elles soient de droite ou de gauche, ces manifestations, il y a manifestation, il y a blocage parfois d'une partie de l'autoroute, mais autour de cela, rien ne se passe, rien n'est cassé, pas de vitrine cassée, pas de voiture brûlée. Qu'est-ce que ça vous inspire? À quoi c'est dû selon vous? Je ne sais pas si vous m'entendez. On est déconnecté, hein. On est déconnecté à Paris. On va reconnecter Paris. Amir Badran, c'est quoi la position des partis judéo-arabes ou arabes sur justement l'enrôlement général, que ce soit orthodoxe ou non, en Israël? Écoutez, vous savez, on a tellement de problèmes à gérer au sein de la gauche ou bien au sein de ce qu'on appelle la minorité arabe palestinienne vivant ici en Israël que des fois, ces questions qui suscitent des points de vue différents au sein de la société israélienne même, on se trouve moins mêlé là-dessus et on n'essaye pas de faire changer ou bien décider de ce qui est meilleur pour eux. Donc, concernant les ultra-orthodoxes juifs ou bien les juifs séculaires, ce sont des choses qui reviennent à eux. Et dans la politique, vous savez, chacun essaie de jouer et de plaider ce qui l'intéresse, ce qui intéresse son propre groupe, ses intérêts qu'il défend. Je crois qu'on a retrouvé Paris, Madi Saïdi, sur cette question des cassages, des violences en marge des manifestations. Ça arrive beaucoup en France, jamais ici, en Israël. Oui, en France, ça arrive beaucoup et puis on peut le déplorer parce que les gens qui viennent pour manifester viennent avec une cause qui leur paraît légitime et ils la défendent. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver parce que soit les policiers peuvent être débordés, j'en sais rien. Après, je sais qu'en France, ça arrive assez régulièrement, mais souvent, les gens qui sont malmenés, c'est des gens qui ont déjà un comportement, en tout cas en France, soit ils ont cassé, soit ils se sont mal comportés, et c'est un peu une réaction de la police à leur comportement. Alors, Samuel Lévy, je sais qu'on pourrait faire 1 heure de débat sur cette question de l'enrôlement des orthodoxes, mais comment on peut expliquer à des téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe en Israël, pourquoi un jeune laïc doit faire l'armée et un jeune ultra-orthodoxe, même si vous n'aimez pas le terme ultra-orthodoxe, peut être exempté? Non, tout d'abord, on n'a jamais dit qu'il fallait que les jeunes orthodoxes ne fassent pas l'armée. On donne la possibilité à chacun. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est donner la possibilité à chacun. Que celui qui souhaite aller étudier sérieusement à la yeshiva puisse aller étudier sérieusement à la yeshiva et ne pas être embêté par cette question-là. Tout simplement, aujourd'hui, vous savez, on vit dans un pays particulier, qui est le seul État juif au monde, où aujourd'hui le centre de la Torah se situe ici en Israël. Et vous savez, nous sommes croyants. Donc nous savons aussi que pour nous, la Torah, l'étude de la Torah, c'est ce qui a permis au peuple juif de traverser justement les siècles et les millénaires. Et c'est ça aussi qui nous préserve et c'est ça aussi qui nous apporte, on va dire, une certaine forme de perpétuité par rapport à cela. Et il faut savoir une chose, il y aurait beaucoup moins de personnes dans le milieu orthodoxe qui seraient, ou en tout cas qui seraient favorables à faire le service militaire, si on savait qu'on avait la possibilité de rentrer dans ce service militaire en étant haredi, en étant juif religieux, et de pouvoir continuer à l'être, et en terminant ce service-là,
être aussi religieux comme on était rentré. Or malheureusement, dans beaucoup d'unités, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Moi-même, vous savez, j'ai fait 2 ans et demi de service militaire dans l'armée, j'étais combattant. Et je peux vous dire, c'est extrêmement difficile de garder ne serait-ce que la cache-route, qui est une des choses les plus primordiales dans la religion juive. Et juste pour terminer mon message, je pense qu'à mon avis, il faut arrêter aujourd'hui sans arrêt d'attiser là-dessus par rapport à cette question-là. Pendant des années, on n'a pas entendu parler de cette question. Puis à chaque fois, au moment des élections, elle revient. Elle revient sur le devant de la scène. Et c'est tout simplement c'est aussi instrumentalisé par des partis qui n'ont pas d'autres idées à faire partager. Alors à ce moment-là, on prend le public religieux et on en fait un sac de frappe. Et je pense que c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, Israël a besoin de la cohésion. Je pense que justement, le message du Rabbi de Lubavitch que j'ai dit en introduction, c'est l'amour d'Israël, c'est Ahavat Israël, et c'est ça aujourd'hui qu'on devrait véhiculer. Mathieu Alterman, peut-être une dernière question que je vous ai entendu, vous souhaitiez réagir. Oui. Certains diraient qu'il y a aussi beaucoup de laïcs qui ne veulent pas faire l'armée, qui sont exemptés de faire l'armée. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Bah oui, je vais pas répondre à leur place. Ce serait très malvenu. Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Samuel. La différence par rapport à 1948, quand on a autorisé cet état de fait aujourd'hui, c'est qu'en 48, il y avait que à peine 2% d'orthodoxes. Aujourd'hui, il y en a 14%. Donc, c'est pas que un problème politique, c'est un problème également de société civile qui supporte mal cet état de fait. Ce qu'on peut comprendre. On peut le comprendre. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Si vous créez les possibilités pour des jeunes orthodoxes, pour des jeunes religieux, de pouvoir aller servir dans des unités qui seront adaptées à leurs besoins, je vous promets que vous allez voir que de plus en plus ils vont venir. Mais vous savez, pendant des années, on va pas se raconter d'histoire ce soir, Mathieu. Vous savez, pendant des années, vous avez raison, c'est très bien. Tzahal n'a pas voulu de religieux. Tzahal n'a pas voulu de religieux dans l'armée depuis des années. Et vous savez, ils vont être très embêtés le jour où ils vont arriver en masse, où il va commencer à y avoir des officiers, où il va y avoir des recommandations particulières. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, ils vont commencer à crier en disant « Ouh là là, attention, l'armée devient orthodoxe, l'armée devient religieuse, ce n'est plus l'armée qu'on a connue, c'est l'armée de Dieu, ainsi de suite. » Vous verrez que ce débat aussi viendra. Et à chaque fois, et là, ils nous montreront la porte de sortie. Merci à tous les quatre. Il y a notre invité du tac au tac qui nous attend. C'est parti. Notre invité aujourd'hui, le producteur d'un spectacle qui fait fureur aux Folies Bergères à Paris, Alain Asraf. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes d'ailleurs ce soir en direct des Folies Bergères où seront on est en direct. Bonsoir Tel Aviv. Actuellement le sel et le miel. Racontez-nous ce que c'est ce spectacle musical. Quelle est l'histoire qui se cache derrière le sel et le miel? Eh bien, avec de façon présomptueuse toute l'histoire du peuple juif. De façon présomptueuse toute l'histoire du peuple juif et voilà, une fresque de tableaux, de chansons, 40 danseurs, chanteurs, comédiens sur scène pour vraiment raconter toute l'histoire du peuple juif, toutes les traversées que nous avons connues et les drames et même les joies jusqu'à celle ultime de la création d'Israël et la suite. Pourquoi le sel et le miel? Ça veut dire quoi? Et écoutez, le sel, c'est pas toujours le sel, c'est pas toujours c'est ce qui pique, et le miel, c'est ce qui est doux. Donc on est parti du sel, de l'étoile jaune à l'étoile bleue, et de l'étoile jaune à l'étoile bleue, et c'est ce parcours que nous célébrons aujourd'hui aux Folies Bergères. Déjà, nous atteindrons demain soir, dans la dernière représentation, nous atteindrons 10 000 personnes qui auront vu ce spectacle ces 3 derniers mois. C'est remarquable. Donc on est très heureux. C'est destiné à un public, justement, puisque vous parlez du public qui connaît l'histoire du peuple juif, l'histoire d'Israël, où finalement tout le monde, c'est accessible à tout le monde, évidemment. Nous rêverions que ce soit accessible à tout le monde, que le spectacle puisse intéresser le plus grand nombre, mais on constate quand même que 90% du public est juif, et on a quand même un certain nombre encore de personnes qui sont proches d'Israël et qui ne sont pas juives. Est-ce qu'il y a une scène qui vous marque particulièrement dans ce spectacle? Je sais que c'est toujours difficile de choisir, mais je suis sûr qu'il y en a une qui vous touche particulièrement. Alors, ce qui me touche, c'est parce que ce spectacle est né il y a déjà un peu plus de 25 ans, et nous fêterons très bientôt les 250 000 personnes, mais il a marqué une génération,
il a continué à imprimer, et aujourd'hui dans la salle il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il connaît ses chansons, ça vibre, on finit debout, c'est vraiment exaltant. Exaltant en tant que producteur, exaltant en tant que danseur, exaltant en tant que chanteur, et nous sommes tellement heureux. C'était difficile un chemin, parce que construire une comédie musicale de cette ampleur pour un public quand même plutôt juif et plutôt restreint, c'était relativement un challenge. Et bien voilà, ce soir, le fait que vous nous interviewiez en direct des Folies Bergères, ça donne vie. Vous voyez que le projet vit, et j'espère va vivre. Et on voit les images avec ce drapeau israélien qui flotte sur scène. Ce spectacle résonne différemment, j'imagine, dans cette période tumultueuse et compliquée, pour utiliser des euphémismes. Oui, ce spectacle se voudrait la porte du vivre ensemble, se voudrait le vecteur qui fait qu'on comprenne le peuple juif, et si on y arrive, voilà, sans être présomptueux, je crois qu'on y arrive, et si on y arrive, c'est formidable, parce que vraiment, on raconte cette histoire magique du peuple juif qui a traversé tellement d'épreuves, et qui en traverse encore, vous le savez bien, vous, Christopher, au poste où vous êtes, mais nous sommes là. L'histoire continuera. Plus de 230 000 personnes ont déjà vu le spectacle. Quel est le secret de cet engouement, sachant que vous dites que 90% du public est juif? 230 000 personnes, 90% de 230 000 ou 10% de 230 000, ça fait quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. D'abord, il y a la teneur du spectacle. Le spectacle a été écrit par Bernard Bitan et Laurent Bentata. Et ce qu'ils ont produit il y a 25 ans reste tellement d'actualité. Et ce qui touche, c'est le cœur, c'est le sujet, et c'est aussi l'ampleur des moyens qui sont mis en scène, et qui sont surtout l'émanation de l'enthousiasme. On a autour de nous des gens formidables, et derrière vous la voyez pas à l'écran, mais Delphine Nizar qui fait un travail tellement incroyable. Et c'est toute une équipe, tout un ensemble de gens c'est un projet d'idéaliste. C'est pas un projet économique. C'est un projet vraiment un projet d'idéaliste. Alors demain, et nous sommes aux Folies Bergères. Demain, ce sera la dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs qui n'ont pas encore vu le spectacle? Ce soir, c'est un peu trop tard pour y aller, mais qui doivent se précipiter demain aux Folies Bergères à Paris pour la dernière. Alors nous sommes pleins demain, nous sommes pleins à 82%. On attend les 18% restants pour faire un complet. Ce spectacle mérite d'être vu. C'est un devoir. C'est pas une soirée lambda. Ce que vous vivrez, public pleure, rit, chante, se lève. On leur offre des oranges. On vit nous-mêmes ce spectacle tous les soirs. Et je vous assure, moi qui l'ai vu tellement de fois, qui l'ai vécu aussi, j'ai une émotion toujours renouvelé à vivre le sel et le miel. C'est pas anodin, le sel et le miel, c'est au-delà de ça. Et en tout cas, on sent votre émotion transpirer à travers vos propos. Merci beaucoup, Alain Asraf, d'avoir été avec nous, producteur du spectacle musical Le sel et le miel, c'est aux Folies Bergères, jusqu'à demain soir inclus. Pour la dernière, il reste encore quelques places. On vous souhaite une belle représentation ce soir, parce que je crois qu'elle a lieu derrière vous, et aussi demain soir. Merci. Derrière moi, ils sont en train de chanter, de danser, et le public aussi. Vous entendez pas, on s'est mis un peu loin pour avoir moins de bruit, mais c'est sur scène en ce moment. Bon, on vous laisse en profiter. Allez, demain, vous ferez ça à Paris. Il y a à Tel Aviv, pardon. Il y a de très belles salles à Paris. Merci, oui, on fera Tel Aviv. Avec votre soutien, on le fera. Merci à vous et merci à I24. Merci à vous, Alain Asraf. Bonne soirée à vous. Si vous me permettez, Christopher, je connais très bien un des producteur de la comédie musicale Le sel et le miel, Laurent Sioub, qui est un grand ami d'Israël, un grand soutien de l'État d'Israël, qui a fait énormément depuis le 7 octobre. Et voilà, je suis sûr que ce soir, peut-être, il nous regarde et je lui fais un petit coucou et je lui dis bravo et chazak pour tout ce qu'il a fait. C'est vrai que se détendre un petit peu dans cette atmosphère, on en a toujours besoin. J'aimerais juste... Allez-y, Mathieu. Rapidement, je crois, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps. Je voulais juste rajouter un truc. Si ce succès... je voudrais quand même rappeler que dans les années 80, il y a à peine 40 ans, sur TF1, le dimanche soir, on pouvait voir Exodus. On y va. Toute la France voyait Exodus. On me dit qu'on n'a plus le temps. Il faut que je lance la carte blanche de Julien Assal tout de suite. Désolé, Mathieu. Et oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christopher pour la 101e. Allez, l'événement le plus attendu de l'année. Après les soldes, une nouvelle saison de votre série préférée. C'est le baccalauréat. C'est le moment où des milliers de lycéens découvrent vraiment l'existence du stress. Avant le bac, tu peux dormir 14 heures, oublier 3 contrôles, même ton sac à dos.
Mais le jour J, t'es en mode panique totale. Allez, t'as des plaques rouges qui sortent. Tu sais pas pourquoi. Tu répètes sans cesse à ta mère. Maman, mon cerveau, il bug. Il a oublié les fiches de révision et j'ai pas de sauvegarde. Et dans les salles d'examen, il y a ceux qui ont commencé les révisions en mars et qui arrivent avec des fiches de révision codées par couleur, les post-it jaunes horribles là. Ensuite, il y a ceux qui ont commencé à travailler hier soir, à minuit 47. Eux, ils croient en Dieu. Vraiment très, 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 très fort. Et il y a ceux qui lisent le sujet comme un touriste perdu devant un plan de métro japonais. Eux, ils cherchent un moyen pour sortir de la salle. Bon, et pendant ce temps, dehors, les parents passent aussi le bac. Ils répètent sans arrêt, ça va bien se passer. Mais en même temps, ils recherchent tous les métiers possibles sans le bac. Pourtant, dans 5 ans, personne ne vous demandera votre note de philo. Par contre, on risque de vous demander si vous savez envoyer un PDF. Bon, et pendant que des milliers de lycéens vont bientôt devenir bacheliers, d'autres passent aussi un examen collectif, le G7. Alors, ambiance salle d'examen internationale. Parmi les copies les plus surveillées, il y a celle de Donald Trump, évidemment. Profil, candidat qui commence sa dissertation par la conclusion, puis improvise le raisonnement en espérant que ça passe. Et comme certains élèves pensent un sujet compliqué, il a une technique incroyable. Si le sujet ne lui plaît pas, il change. Au contraire de ça se débat, puisque je reviens dès demain. Allez, à demain tout le monde. À demain, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.